La communauté nationale, voire internationale, attendent fiévreusement les conclusions des consultations présidentielles. L'attente sera-t-elle longue? Point d'interrogation. Quant à nous, nous allons essayer d'examiner les différents cas de figure plausibles qui se présenteraient devant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Messieurs et dames, installez-vous confortablement car vous êtes dans une nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. Pour en parler, nous avons fait appel à un acteur politique et un fin analyste politique de la scène politique nationale que je vous invite à découvrir tout à l'heure. Vous l'avez compris, c'est Ece Homo. Norbert Yamba Choukou. Norbert Yamba est cadre de l'UDPS. Il a été conseiller politique, économique, financier et d'audit de Tian Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Directeur de formation de l'école du parti, délégué de l'UDPS aux négociations de Venise et d'Ibiza. Norbert Yamba est expert en développement durable, en gestion macroéconomique, en gouvernance, en management, en décentralisation politique, en management du territoire, en gestion des forêts tropicales et droit rural. Norbert Yamba Choukou est panafricaniste, consultant international, auteur de plusieurs ouvrages et enseignant d'université. Monsieur Norbert Yamba, bienvenue pour la toute première fois dans le jeu. Merci pour l'invitation. C'est vraiment une marque de confiance et d'honneur pour nous. Hein. Tout à fait. Je pense que tu as toujours eu des initiatives et le monde connaît que tu as vraiment des ambitions, alors des ambitions positives. Et j'estime que, en force des choses, vous serez couronné de succès. Merci beaucoup. On ne restera pas debout, bien sûr. Bien entendu. On s'installe confortablement. Merci. 24 janvier 2019, M. Norbert Yamba, c'était l'euphorie nationale, parce que à l'époque on avait dit c'était la première alternance que la République démocratique du Congo n'a jamais connue. Tout le monde était dans la joie, c'était une fête nationale. Tout le monde avait applaudi aussi la coalition FCC Cash. 2 ans après, j'estime que avant de traiter, on traitait mal par ses causes, par ses origines. Monsieur Norbert Yamba, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Ben, écoutez, le 24 janvier 2019, une alternance supposée pacifique et civilisée. Cela s'attend. Et se comprend simplement parce que notre pays a connu 80 ans de colonisation. Je ne vais pas revenir sur la traite négrière. 32 ans d'une dictature perfectionnée. Et 22 ans de désespoir. Et vous imaginez que les jours où ce parti d'opposition qui a fait 37 ans de combat, d'élite, suscitait l'espérance de tout un peuple, et voilà que bon, l'un d'entre eux arrive au pouvoir. Comme par un coup de baguette magique. Donc, cet enthousiasme a été manifeste. Tout le monde a été vraiment frappé de joie, simplement parce qu'on voyait le bout du tunnel. Nous avons assisté à des scènes d'allégresse. Tout à fait. C'est toute la ville qui était agitée. Tout à fait. En émoi. Et donc, la joie s'est justifiée, quoi. Voilà, c'était la fin d'un pouvoir que je considère intériste, clientéliste.
Et que maintenant, c'était l'occasion de restituer la République aux citoyens. C'était le moment de construire la vraie démocratie, qui est la symbolique même de la reconstruction. Bon, écoutez, dès après... L'eau a coulé sous les ponts. C'est vrai qu'au début, c'est comme si on savait véritablement le jeu, on savait les enjeux et on savait l'agenda de nos alliés, même si, à un moment donné, les élections ont permis que nous puissions gagner la présidence, le suffrage universel direct. Et que, bon, curieusement, est-ce que c'est une programmation? J'en n'en sais rien, mais au moins le FCC, qui visiblement n'avait plus été accepté par notre peuple, a fini par avoir une majorité et que d'aucuns, justement, se posent beaucoup de questions aujourd'hui. On n'en revient pas, passons, parce qu'en réalité, c'est ça la situation. Et le président de la République, qui a donné l'espérance, qui a donné des promesses, qui a pris des engagements auprès de notre peuple, savant que sans majorité, il ne peut rien. Et donc, le président de la République, c'est référent à l'article 69, qui lui donne la possibilité d'être le régulateur institutionnel, qui lui donne la possibilité de diriger les conseils des ministres. L'article 91 lui donne également la possibilité de faire des concertations dans la définition des politiques de la République. Je m'excuse beaucoup. Non, je me dis beaucoup. Je m'excuse. J'ai dit que l'article 91 lui permet de faire des concertations. C'est que nous ne sommes pas à la Constitution française. Nous sommes... il y a une spécificité congolaise. Parce qu'en France, parce que tous les perroquets reviennent dans ça, le Premier ministre, il est chef du gouvernement, il définit les politiques. Certainement qu'il collabore avec le président de la République dans des domaines de collaboration. Mais dans notre Constitution, le président de la République, obligatoirement, doit se concerter avec le Premier ministre dans la définition des politiques. Or, il n'y a pas de gouvernement ni de gouvernance qui se fait sans politique. C'est que très clairement, le président de la République, qu'on soit en cohabitation ou en coalition, est obligé de coaliser parce qu'ils doivent véritablement rendre compte à notre peuple dès lors que la synergie gagnante est déjà constitutionnalisée. Mais M. Norbert Yamba, déjà à l'époque, beaucoup prédisaient déjà de l'échec de cette coalition parce que il disait que les gens qui se sont fait la guerre, entre guillemets, pendant plus de 3 décennies, sans transition, vous les mettez ensemble, c'était déjà une cohabitation incestueuse, contre nature. 2 ans après, ne sommes-nous pas rattrapés par cette réalité? Bon, il faut toujours, quand on commence par quelque chose, on ne commencera jamais. Il faut savoir aborder, il faut savoir expérimenter, n'est-ce pas, certaines, ce qu'on appelle des préconisations. C'est très important. Donc, certainement qu'on a dit c'est une alliance contre nature, mais il fallait expérimenter pour tirer une conclusion concluante. Si on n'expérimente pas, on ne peut pas. Et quand on expérimente, on arrive à certaines conclusions, et c'est l'occasion maintenant de corriger ce qui a été fait, naturellement, pour permettre la stabilité institutionnelle. C'est très important. Mais alors, si les gens prennent leur temps pour dire, eh bien, écoutez, alliance contre nature, bon, on le fait de manière par supposition. Certainement que nous avons été des chiens et chats pendant une vingtaine d'années, ça c'est évident. Mais écoutez, la logique, l'obéissance à la survivance des intérêts de la République nous pousse tous à nous accommoder par rapport à ces intérêts. Et si les intérêts de notre peuple exigent naturellement que celui qui est considéré comme chat ou chien, etc., puisse être ensemble pour construire des synergies gagnantes et répondre aux préoccupations de la population, écoutez, nous sommes des bons démocrates, nous restons prisonniers des principes démocratiques, raison pour laquelle nous avons accepté de travailler avec le FCC. Ici, vous avez suivi le discours du président Kabila, qui aurait souhaité dans son discours que bon, la coalition devenait de plus en plus urgent et nécessaire. C'était son dernier discours. Bien entendu, bien entendu. Et vous avez ressenti là la volonté, vous avez ressenti là
l'enthousiasme d'un homme qui entre dans l'histoire pour la première fois, qui est passation civilisée du pouvoir. Et donc, nous, on a crié naturellement à la sincérité, à l'honnêteté du FCC. Or, chasseur naturel, il revient au galon, et le FCC, qui était habitué à gérer seul, n'a pas quitté ses attitudes ni comportements machiavéliques d'un système qu'il a visiblement fabriqué. Et donc, il veut reproduire, même si on déménageait dans le système, on faisait un autre système, la tendance générale, c'est de reproduire les comportements de l'ancien système. En tout état de cause, nous, on veut créer un autre système. Et c'est comme ça qu'il s'est créé des clivages idéologiques, des clivages politiques, des clivages d'intérêts, ce qui n'aurait pas pu véritablement être manifeste dans une coalition qui est un groupe incolore, qui n'a qu'un objectif, qui n'a qu'une ambition, servir le peuple. Voilà les difficultés que je considère comme des douleurs d'enfantement que nous sommes en train d'observer maintenant. Les douleurs d'enfantement, vous l'avez dit, chasser les naturels et revient au galop. Monsieur Norbert Yamba Yamba, estimez-vous que nous avons là franchi les Rubicons, un point de non-retour, c'est-à-dire les Quinois savent mieux les dire, Maïs et Sopani, en tout cas cette histoire de la coalition FCC Cash a suffisamment montré ses limites et qu'on ne peut plus revenir. Non. Les affaires de l'État sont des affaires d'intérêt commun. Et c'est vrai que les humeurs peuvent ne pas être compatibles à cause ni les longues expériences malheureuses dans les relations, ça c'est évident. Mais les intérêts de notre peuple posent à ce que les uns et les autres puissent y mettre de l'eau dans leur vin. Ce qui est arrivé et qui a poussé le président de la République de faire son discours, c'est effectivement la difficulté qu'il y a de construire la cohésion à l'intérieur de la coalition. J'ai entendu certains des frères du FCC dire, mais je ne sais pas pourquoi il va élargir la coalition, ou il cherche à élargir la coalition au moment où nous sommes suffisamment élargis. Parce que quand on regarde au niveau du Parlement, le FCC... C'est plus de 400 députés. Plus de 400 députés sur 500. Vous imaginez? Une majorité écrasante. Tout à fait. Malheureusement, ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'on accepte naturellement qu'on se coalise, c'est qu'il y a des exigences. C'est qu'il y a deux principes qu'il faut obéir. Et dans le principe d'obéissance, il y a d'une part un groupe incolore, un groupe sans couleur, un groupe sans clivage, un groupe sans discrimination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait comprendre que notre groupe est une équipe nationale. Et dans cette équipe nationale, il y a plusieurs joueurs qui viennent des équipes privées. Certainement, c'est des entraîneurs de province. Mais quand ils viennent à l'équipe nationale, et donc l'équipe nationale n'a qu'un seul coach, n'a qu'un seul entraîneur, n'a qu'un seul programme, n'a qu'un seul objectif, n'a qu'une seule ambition, n'a qu'un seul patron, n'a qu'un seul entraîneur, n'a qu'un seul stimulateur, n'a qu'un seul catalyseur. C'est l'entraîneur national qui, dans le cas d'espèce, est président de la République. Et curieusement, on voit l'enthousiasme, on désigne d'abord les hommes et les femmes de la coalition, ce qui suppose qu'on constitue déjà un seul groupe. La grande difficulté, c'est que... Un groupe homogène, même s'il y a eu des velléités, n'est-ce pas, égocentristes. Parce que, croyez-moi, même au niveau de la répartition des ministères, il y a 65% des ministères du FCC, 35% des ministères de Cash. Or, si on avait vraiment le cœur dans l'ouvrage, le président de la République, qui connaît les ambitions, qui connaît les engagements, qui connaît les promesses, aurait pu faire ce qu'on appelle le classement de son équipe nationale. Mais le classement a été voulu par la volonté des différents groupes à l'intérieur du groupe national. Au poids au niveau de la représentation nationale. Bien entendu, mais quand on forme une équipe nationale, surtout dans une situation d'un pays en détresse, un pays en difficulté, un pays qui est dans la zone de turbulence, on cherche de meilleurs joueurs, on cherche de meilleurs soldats qui savent tirer, des tireurs d'élite. Alors si, par exemple, on se trouve en coalition,
Oui, il y a les points sociaux, les points politiques, mais écoutez, il faut donner quand même la liberté au président de la République de pouvoir regarder les profils d'un chacun, etc., et savoir dire, par rapport aux ambitions que nous avons au sein de l'équipe, voilà, tel profil, tel background nous est utile, et voilà les hommes pour lesquels ils peuvent jouer le jeu. Ça, on a eu une difficulté de parcours, une difficulté de départ, et c'est comme ça que vous avez vu, le gouvernement est sorti même en retard. Mais maintenant, on s'est fait confiance mutuellement. Bon, on a mis en place un programme, lequel programme a été défendu à l'Assemblée, et chacun devrait jouer sa partition. Mais ici, la constitution de notre pays, les lois de la République nous exigent à ce qu'il y ait un entraîneur. Cet entraîneur est le président du Conseil des ministres. Même le Premier ministre ne peut pas avoir l'initiative ou la compétence de convoquer un Conseil des ministres. Oui, et un Conseil des ministres. Et pour ça, le président de la République peut lui déléguer la responsabilité de convoquer un Conseil des ministres. Moi, j'attends des juristes en pantoufles dire « Mais écoutez, le président n'a que le rôle, n'est-ce pas, d'un arbitre. » Et un arbitre ne joue pas. Un arbitre ne joue pas. Il faut faire beaucoup d'attention. Le 12e joueur sur les terrains. Il faut faire beaucoup d'attention, mais l'arbitre sait sanctionner. Quand on joue mal, l'arbitre peut pouvoir conseiller. L'arbitre est capable de faire sortir un joueur de l'équipe. Il a un carton. Il a un carton rouge ou jaune, ça dépend des cas. Donc on ne peut pas dire qu'un président de la République qui a pris des engagements vis-à-vis de son peuple et qui puisse justement être, n'est-ce pas, celui qui inaugure essentiellement les ponts et les chaussées. Ah non, c'est pas pour rien qu'il est président du Conseil des ministres. Et dans ces conditions-là, même dans une association, si simple soit-elle, même un président d'une coopérative, une présidente d'une association, en cas d'égalité des voix, généralement, il y a la prépondérance de sa voix. C'est que très clairement, le président ne peut pas être un figurant. Et le problème pour nous ici, c'est que on accepte que le président dirige le Conseil des ministres, on accepte que le président fasse les conclusions des différentes interventions des ministres au sein du Conseil, etc. On accepte que le président agrée son autorité par rapport aux différentes instructions qui sont données aux ministres, mais on ne veut pas que le président puisse aider à ce que le gouvernement puisse bien fonctionner. Ce n'est pas lui qui gère au quotidien les pays. Bien entendu, mais quand... c'est le rôle dévolu au gouvernement constitutionnellement. Tout à fait. Il y a un gars qui est là, voilà, et qui suit l'exécution, naturellement, de ces différentes recommandations. Mais c'est lui, attention, c'est lui qui transmet ces recommandations au chef du gouvernement. Et que le chef du gouvernement... L'impulsion vient de lui. C'est l'impulsion vient de lui et il a un droit de regard. Vous ne pouvez pas dire qu'on puisse transmettre les recommandations et qu'on ne puisse pas véritablement regarder à quel niveau, à quelle proportion ces recommandations sont prises en considération. Et sinon, alors, on ne comprend pas, n'est-ce pas, l'approche programmatique des choses. Donc, le président n'est pas un figurant. Le président de la République est président de la République. En vertu de l'article 91 qui lui donne la possibilité de se concerter avec le Premier ministre sur la définition des politiques publiques. Et donc, on laisse au Premier ministre, quel sera son rôle, s'il ne peut pas poser la question, que tel ou tel ministre, où est-ce qu'on en est, monsieur le Premier ministre, les programmes que nous avons adoptés ensemble, et ces programmes-là, il y a eu un certain nombre d'actions prévues, est-ce que ces actions sont réalisées, quelle a été la performance de chaque ministre, même si le Premier ministre, de son côté-là, aussi fait son évaluation. Malheureusement, pour nous, ce n'est pas le cas. Non seulement on ne veut pas que le président pose des questions pertinentes, mais le Premier ministre lui-même ne pose pas de questions. Et les vitesses de traitement des dossiers devient un problème. Vous savez, me disait, je crois que c'est un coach, me disait, Norbert, il faut savoir que lorsque quelqu'un voit un problème, et il ne dit rien pour trouver solution à ce problème, il est lui-même problème. Comment pouvez-vous imaginer? On a 5 ans et on a un programme, on a des actions. Chaque ministre doit jouer sa partition. Mais il y a autant de problèmes qui se créent. Et le Premier ministre ne dit rien. C'est que lui-même est un problème. C'est très important ça. Et alors s'il est problème,
Qui va l'interpeller? Il n'y a que le chef de l'État qui est censé être le garant du bon fonctionnement régulier des institutions. Et c'est justement le rôle que fait le président de la République, et qui visiblement est très mal interprété par le FCC, et qui à un moment donné a été complaisant avec l'ancien système, et qui nous fait voir aujourd'hui que, bon, ils connaissent les droits, etc. Encore quels droits? J'attends des débats à la radio, à la télévision, même pour des personnes que j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Il ne faut que citer Général de Gaulle, ils vont citer Mitterrand, ils vont citer les droits gréco-romains, romano-germaniques. Et donc, on comprend bien qu'on a copié. Il faut considérer l'âge culturel des Français. L'âge culturel des Français. Et j'ai même suivi un débat aujourd'hui, on dit non, mais ça c'est la vérité, parce que c'est inscrit dans les droits français. Alors arrêtez. À ce moment-là, nous avons reçu des enseignements embâtardisés. Nous n'avons pas véritablement des hommes et des femmes qui puissent reconquérir leur autonomie. Comment pouvez-vous avoir une constitution? Et même quelqu'un l'a révélé, qu'il y a Mazou qui a aidé à la rédaction de cette constitution. Mazou, il est où? Liège, c'est pas Kinshasa. Et puis, la culture congolaise n'est pas la culture belge ou européenne. Il y a pas mal d'expériences dans notre environnement. Combien de royaumes, combien d'empires ont fonctionné dans notre pays? Pourquoi on ne peut pas véritablement porter un regard avec nos chercheurs qui sont devenus véritablement des pseudo-chercheurs politisés, etc. Ils n'apportent aucune chose, ils n'apportent aucune plus-value, aucune valeur ajoutée. On a trop de problèmes. Tout le monde se réfère à la Constitution française. Nous ne sommes pas des Français. Nous n'avons pas la culture française. Et on est bloqué. Et personne ne peut se soulever pour dire arrêtez. Voilà la direction. Et le président dit, voilà. Maintenant qu'on est bloqué, non seulement en termes d'architecture institutionnelle, mais la culture qui est la nôtre et les lois qui nous régentent, on a essayé de mettre en place des choses qui ne peuvent pas se réaliser chez nous. Imaginez qu'on dit le président de la République est arbitre, dans l'hypothèse. Oui, d'après l'article 69 de la Constitution. Alors, et que maintenant, pour que le Premier ministre ne puisse véritablement quitter, il faut qu'il démissionne. Il faut démissionner. Être destitué par la représentation nationale. Par la représentation nationale. Et s'il y a un conflit entre le Premier ministre et le gouvernement, non, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Oui. Et donc, le président peut, sous base d'une consultation, procéder à la dissolution. Ça, ce sont des préconisations constitutionnelles qui relèvent du droit gréco-romain. Ce sont des prévisions constitutionnelles. Mais si, dans l'exercice du pouvoir, il y a ce qu'on appelle des externalités, c'est-à-dire des cas non constitutionnalisés. Comme par exemple, vous avez des institutions qui ont mission de résoudre les problèmes de la population. Et ces institutions, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le gouvernement, et ces deux institutions-là, au lieu de résoudre les problèmes de la population, s'entendent pour bloquer. C'est-à-dire ne pas véritablement booster la République. Excusez, que je termine l'idée. Non. Ce débat-là, on l'attend souvent. Qu'est-ce que ces deux institutions ou l'institution gouvernement a bloqué? Il y a eu les vastes chantiers ici 100 jours. On n'a pas bloqué. Le président de la République, à un moment, on disait qu'il vivait entre des avions. On n'a pas bloqué. Dites-nous clairement, qu'est-ce que les FCC, à travers son gouvernement, ou qu'est-ce que les FCC, à travers sa majorité au niveau de l'Assemblée nationale, a bloqué comme action à Félix Tshisekedi Tshilombo? Dites-nous clairement. Vous savez, je vais vous répondre à cette question et je suis très à l'aise pour répondre à cette question. Mais je voudrais simplement vous dire que lorsqu'il y a des externalités, lorsqu'il y a des cas qui ne sont pas prévus par les lois de la République, et donc, nous avons des juristes qui, en réalité, tout le temps, ils veulent trouver des solutions à l'intérieur du droit de la République. Or, s'il y a des problèmes et que le droit existe, c'est que ce droit est incapable ou le droit n'a pas pris en considération les problèmes que nous sommes en train de vivre. Et donc, on est en situation où les droits, j'allais dire, les lois de la République ou la Constitution de la République devient obsolète. Les droits ont montré ses limites. Les droits ont montré ses limites. Alors, si les droits ont montré ses limites et qu'il y a blocage à cause d'un décalage entre la population et, n'est-ce pas, les ambitions des institutions mises en place,
Les populations ont besoin de l'eau, les populations ont besoin des routes, les populations ont besoin d'aller à l'école, des soins de santé, des soins de santé, etc. Entre-temps, le gouvernement de la République, qui est censé donner des solutions, qui doit être interpellé par l'Assemblée, n'est pas interpellé. Et ne voudrait pas travailler pour donner des solutions à la population. Ces cas de décalage entre les besoins de la population et les ambitions du gouvernement n'a pas été prévu par la Constitution. C'est que très clairement, que faire, mais voilà. Devons-nous réinventer la roue? Le gouvernement, la législation de notre pays a prévu une fenêtre. Et la fenêtre, c'est une brèche. Donner quelqu'un qui a l'opportunité de pouvoir regarder, observer les fonctionnements des institutions et garantir les bons fonctionnements. C'est très important. Dit, non, si je vous comprends, cette fenêtre ou cette brèche peut être considérée comme étant la violation de cette même Constitution. Dans une certaine mesure. Oui, mais on lui donne, parce qu'en réalité, si ça ne marche pas, regardez, vous avez le gouvernement Ilunkamba, ça fait combien d'années? Ça va faire 1 année et demie. Est-ce que vous avez déjà suivi le point de presse pour faire le bilan de l'action qu'il a menée? Rien. On vous dit non, l'enseignement gratuité. Et les gens s'arrangent pour augmenter le nombre d'écoles, augmenter le nombre de postes, etc. IGF est en train véritablement d'en parler, vous qui s'est posé des questions sur le blocage, etc. Et donc, la santé ou telle ou telle infrastructure socio-économique au service de la population, on dit non, débloquer l'argent, et puis bon, travaillons pour qu'on ait des routes, etc. Et regardez la vitesse des traitements des dossiers. Un dossier qui aurait pu prendre 1 jour ou 2 jours, il faut attendre toute une année pour qu'on libère. C'est ça le blocage. Entre-temps, on n'a que 5 ans. Et au bout de 5 ans, il faut rendre compte. Et alors, maintenant, qui font ça? C'est les amis de la majorité. Et qu'est-ce qu'ils font? Je vous avais dit que, nous sommes une équipe nationale, mais les entraîneurs de leur équipe de provenance demandent les joueurs qui viennent de leur équipe de ne pas respecter l'entraîneur national. Des fois, de faire des autobus. Et donc, de faire des autobus, bien entendu, oui. Parce que s'ils gagnent le match, et donc, c'est au profit de l'entraîneur national. Il faut tout faire pour inhiber les prestations de l'entraîneur national, de manière qu'il ne puisse pas avoir le crédit, ni la crédibilité nécessaire pour revenir se repositionner vis-à-vis de la population. Et donc, on ne peut avoir la justification, n'est-ce pas, au bout de 5 ans, que lorsque la personne n'aura pas été en mesure de réaliser des choses, même quel que soit leur blocage, et profitant de la résignation, profitant de la naïveté, je m'excuse, de la naïveté de notre peuple, on va dire, écoutez, il n'a pas été en mesure, il est incompétent, ils ont fait autant d'années à l'opposition, ils n'ont pas l'expérience professionnelle, et ils n'ont rien fait. Et pourtant, eux qui ont l'expérience, ils ont foutu le pays à la merde. Plus grave encore, ils sont en train de bloquer les choses, croyant que notre peuple n'est pas en mesure de comprendre les choses. Face à ces décors visiblement kafkaïens, le président de la République convoque des consultations pour sortir de cette impasse, bien sûr. La page est tournée, elles ont pris en haleine pendant 3 semaines, les Congolaises et Congolaises. Nous attendons fiévreusement les prochains discours, la prochaine adresse à la nation du président de la République. Vous êtes un fin observateur. Je dirais même vous êtes un homme du sérail, un proche d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, aujourd'hui au cadre de l'UDPS. À quoi faudra-t-il s'attendre maintenant? Ce qu'il faudra s'entendre, c'est que le président est parti du blocage, le pays est en péril, l'arsenal institutionnel qui a été mis en place n'a pas fonctionné, la coalition. Cette coalition a fonctionné en dehors des règles de la coalition. Les lois et les textes réglementaires sont en décalage d'un cas d'externalité observé dans la gestion de l'État. Et le président dit il faut une intelligence plus intelligente que celle qui existe. Et tout cela, il faut aller en direction, n'est-ce pas, des copropriétaires, des actionnaires de la République. Et ça, le sens, n'est-ce pas, des consultations. Alors, qu'est-ce qu'il faut s'entendre? D'abord, le président de la République avait déjà annoncé qu'il nous faut avoir une union sacrée, n'est-ce pas, de la nation. Une union sacrée de la nation dépasse, n'est-ce pas, les alliances conjoncturelles, FCC, CAJ, etc. FCC, CAJ sont en coalition. Le pays est bloqué. Ils n'ont pas été à la hauteur.
Il y a nos compatriotes qui sont dans l'opposition. Il y a nos compatriotes qui sont dans la société civile. Il y a des compatriotes qui sont... Écoutez, vous compatriotes, nous, on a pris notre responsabilité de nous coaliser. Nous n'avons pas répondu naturellement aux attentes. Aidez-nous à avoir l'intelligence la plus intelligible, de manière que nous puissions trouver des solutions. Et c'est ça le sens. Alors, qu'est-ce que le président attend? Oui, le président ne peut pas revenir à la case de départ, parce que la case de départ n'a pas été à la hauteur des attentes de notre peuple. Mais le président ne peut qu'observer, au regard des différentes propositions, un réajustement. Un réajustement, une délocalisation, un déménagement institutionnel, qui permet non seulement à la loi de respirer, mais de construire une dédramatisation de l'atmosphère des relations politiques. Ça, on en a besoin. Et je crois que le président de la République a devant lui autant d'options. Autant d'options. Voilà. Ces cadres, parce que lui-même nous a avertis, aucun cas de figure ne sera exclu. Et d'abord, comme consultant, je ne peux pas prendre le risque, parce que je n'ai pas écouté, je n'ai pas lu tous les mémos. Il existe un comité technique qui a été mis en place, qui analyse les mémos, qui ont accompagné le président de la République pour écouter les déshydratats, les différentes propositions. Je crois qu'ils sont mieux censés pour comprendre les différentes tendances qui se créent. Mais néanmoins, là, il y a un principe basique, celui de ne pas rester staticoïste. La situation de départ est une situation insatisfaisante. Il faut aller vers une situation satisfaisante. Et la situation satisfaisante repousse l'arsenal institutionnel qui a été mis en place, qui repose entre deux entités. Il faut donc élargir l'assiette pour sortir des clivages idéologiques. Pour sortir l'assiette comment? Par quel mécanisme? Eh bien, élargir l'assiette par quel mécanisme? Je vous ai dit que lorsqu'il y a des cas d'externalité. Et c'est là que je comprends que nos juristes sont incompétents. Parce qu'ils sont en train de bloquer Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau. Il y a des choses qui ne sont pas à l'intérieur, naturellement, de la Constitution. Dans les lois de la République, il n'y en a pas. Les cas, par exemple, que si les institutions se complotent, elles ne veulent pas travailler pour le peuple. On fait comment? Ça, ce n'est pas constitutionnalisé. Mais il y a une fenêtre qui s'offre au président de la République de pouvoir, non, le président de la République, de constater effectivement que ça ne marche pas. Et prendre quelle décision? Ah non, lorsque ça ne marche pas, on est là dans une situation politico-philosophique. Politico-philosophique pose les problèmes de la sauvegarde de la République, la sauvegarde de la nation. Et il appelle la nation, il dit, maintenant la nation est en péril, proposez-moi. On est là dans une situation extra-juridique. Et cet extra-juridique est le résultat d'une externalité non prévue par les dispositions constitutionnelles. On ne peut pas recourir à la Constitution qui, visiblement, n'a pas été à la hauteur de nous trouver une solution. Et donc, cette Constitution est démodée, elle est essoufflée, elle est obsolète. Il faut donc la recadrer au regard d'une intelligence politique qui permet de dédramatiser la situation. Il faudra trouver des solutions extra-constitutionnelles. C'est ça que vous écoutez, extra-constitutionnelles. Même si ces solutions-là énerveraient cette même Constitution. Si ça peut sauver le Congo. Si ça peut sauver le Congo, mais il faut rester en cohérence avec l'esprit constitutionnel. Et l'esprit constitutionnel ici, c'est donc le président de la République qui est le garant, à vertu de l'article 69, et qui a s'est concerté pour définir les politiques publiques qui sont bafouées par un groupe de personnes. Et donc le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement, peut prendre des mesures pour sauver la République. Et ça, nous sommes dans un cas de philosophie de pratique politique. On a vu avec Mobutu, la conférence nationale. C'est quoi? Vous allez me dire que c'est constitutionnel? La conférence nationale, les dialogues, les différents dialogues que nous faisons, c'est constitutionnel? Mais ce sont des cas qui se sont présentés, qui n'ont pas été pris en compte par les lois de la République. Et parce que ce n'est pas pris en compte par les lois de la République, ça devient des externalités négatives. Il faut prendre des solutions de correction. C'est à ce moment-là qu'on va dire, ah voilà, si nous avons prévu que la dissolution ne peut venir que lorsqu'il y a persistance des camps de conflit, qu'il y a démission. Or, il n'y a pas conflit, il n'y a pas d'émission,
Les gens ne veulent pas travailler pour l'intérêt de la population. Il y a décalage entre les besoins de la population et les ambitions de l'élite politique. On fait quoi? On fait disparaître le pays? Et on fait quoi? On fait quoi? On fait justement les concertations. Oui. On appelle les actionnaires de la République. Oui. Les actionnaires, ce sont des citoyens disséminés à travers les différentes composantes et qui se sont exprimés vis-à-vis du président. Raison pour laquelle j'ai dit, on ne peut pas anticiper les choses. On a besoin, naturellement, que l'on puisse compiler, qu'on puisse examiner les différentes propositions. Il ne faut pas non plus que ça s'éternise. Ça ne va pas s'éterniser. Oui. Le président de la République est très, très, très intéressé à pouvoir donner à la à restituer à la population les différentes tendances qui se dégagent. Est-ce que l'histoire n'est-elle pas en train de se répéter? Y aura-t-il pas un troisième larron qui guetterait ces jeux malsains entre les FCC et les caches? Troisième larron. Troisième larron qui sortirait de nulle part. Comme en 1965, par exemple. Eh bien alors, vous souhaitez ça? Il trouvera... les mêmes causes produisant les mêmes effets. Bien entendu, l'Afrique est en train de grandir. Mais au Mali, il y a eu ce qu'il y a eu, hein? Plusieurs années après, 50 ans après les indépendances. Oui, oui. Mais même cause produisant les mêmes effets. Bien entendu. L'histoire, elle est têtue, elle ne fait que se répéter. Non, 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 non. Ne soyons pas des petits robots qui croient que tout va se robotiser et le petit larron aura compris ce qu'il faut faire. Vous savez, le major qui aujourd'hui devient le président des transitions au Mali, ce n'est pas les militaires qui l'ont choisi, hein. C'est la population. Hein. Je voudrais vous dire que ce ne sont pas les militaires qui ont occasionné que le président Ibeka puisse partir. Hein. C'est la population. Hein. Les mêmes qui sont allés voir le président de la République, les mêmes qui se considèrent comme des copropriétaires de la République, les mêmes qui sont des actionnaires de la République. Et donc, tout compte fait, certainement, qu'un troisième larron non accepté, lui aussi partira de la même manière. Non, mais qui vous dit qu'il sera non accepté? Parce que ce cirque a beaucoup duré entre les FCC et les caches. Autant y mettre fin. Vous savez, l'Afrique a fonctionné de cette manière-là. Il y a eu trop de troisième larron. Vous savez qu'en 1960, il y a eu des grands présidents en Afrique. Mais quelqu'un comme Modibo Keïta a été frappé d'un coup d'État par un ancien cuisinier, Moussa Traoré. Tu vois, qui devient, parce qu'il est galon de lieutenant, je ne sais pas, colonel, etc., et qui vient remplacer quelqu'un qui a toute une vision pour l'Afrique. Vous savez, au Ghana, toujours troisième larron, on a fait partir un savant, un génie, un missionnaire, un dépositaire de l'esprit de Dieu comme Kwame Nkrumah, etc. Et voilà, troisième larron, on voit les résultats. Au Congo-Kinshasa, Patrice Lumumba, un missionnaire, un envoyé de Dieu, etc. Et qui, troisième larron, il est venu. Et on a vu, on a aggravé la situation précaire. Mobutu lui-même, troisième larron, écoutez, mais il est parti. Il a été remplacé par la FDL. 32 ans troisième, quatrième larron. 32 ans. Bien entendu. Et la FDL est arrivée. C'est 22 ans. Où est-ce qu'on en est? On en est où? Vous croyez que notre peuple... d'un troisième larron. Mais aujourd'hui, non, ça ne passera pas. Aujourd'hui, notre peuple est conscient que si Tshisekedi avait la possibilité d'avoir tout le pouvoir, d'avoir la majorité parlementaire. Non seulement la majorité parlementaire. Il veut nous plonger dans un régime présidentiel du type américain. C'est ce qu'il veut. Non mais arrêtez. Nous sommes au Congo. Le mental américain n'aime pas le mental congolais. Mais c'est ce qu'il veut? Non. Tshisekedi ne veut pas ça. Sinon, il n'aurait pas posé la question pertinente. Avoir toutes les manettes du pouvoir, c'est ce qu'il veut. Mais alors, mais non. Être un monarque. Non, pas un monarque. Pas un monarque. Il va avoir une marge de manœuvre pour jouer son levier, pour jouer sa partition. Regardez, vous prenez la gratuité de l'enseignement. Vous dites non, nous avons à peu près 168 000 enseignants non payés. On dégage les montants qui devra véritablement permettre à ce qu'on puisse payer les enseignants. Et puis au bout de compte, on est à 500 000 enseignants. D'où viennent-ils? Et la plupart ne travaillent pas, les gens ont des matricules, etc. Je m'excuse beaucoup. Et alors, vous voulez dire quoi? Et alors, entre-temps, les enseignants se disent, mais on est dans une omnibus, on ne peut pas. Et alors, ils trouvent une raison pour dire, oui, moi, il a décrété ça, il n'a pas calculé, il est capable de payer, et un mois, il ne sera pas payé après. Mais d'où viennent les 300 000 qui sont là? Aujourd'hui, vous savez combien de sous-divisions? Dans un territoire, vous avez 10 sous-divisions, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, moi j'ai travaillé, j'ai été coordinateur des écoles conventionnelles, moi à l'époque. Je connais ce que cela représente une sous-division. Regardez comment on a fait une répartition. Qu'on a vérifié. Les combles, c'est que même les syndicats des enseignants, etc., sont en train seulement de réclamer, n'est-ce pas, les salaires, mais ne regardez pas ces choses. Ils auraient pu identifier ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Regardez l'argent que nous payons à l'aéroport. Et c'est depuis quand? C'est depuis 2000. On paye 50... Non, je me suis beaucoup. C'est combien d'argent? La RVA fonctionnait combien de temps? Sans la taxe, c'est pas de l'aéroport. Et on avait fait payer. Les GoPass. Sans pas les GoPass. Et est-ce qu'on sait combien on a payé? Et c'était une décision transitoire. Ça aurait pu intervenir pour un temps. Et jusqu'à aujourd'hui, qui contrôle qui? On prend l'argent. Et l'argent que RVA avait avant, on a fait quoi? Vous voyez, c'est ça. Et aujourd'hui, on a introduit même les taxes territoriales. Partout. Lorsque vous êtes, par exemple, à la province, même dans un territoire, quand l'avion atterrit, avant de remonter, tout le monde doit payer la taxe. Monsieur Norbert Yamba, GoPass plus la taxe territoriale. C'est pas en 3/4 d'heure qu'on peut épuiser toutes ces questions vitales à la nation congolaise, mais nous atterrissons. Maintenant, les Congolais sont suspendus aux lèvres de Félix Tshisekedi Tshilombo. Ça peut tomber aujourd'hui, demain, après-demain, on ne sait pas, mais nous espérons que l'attente ne sera pas très longue. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la nation congolaise qui visiblement attend ce discours? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Et ça sera également votre conclusion, parce que nous craignons que la solution soit pire que les problèmes initiaux. Ok, non. Il ne faut pas être pessimiste. Il faut être optimiste. Le Congo et les Congolais n'ont pas besoin de solutions pires. Parce qu'on connaît, on est dans un enfer. On est pratiquement incarcéré. On n'a aucune marge de manœuvre. On est plus que mort. Et donc, on ne peut pas aggraver la situation déjà précaire. La précarité, nous la vivons. On peut plonger les pays dans une guerre civile. Bien entendu. Il y en a qui pensent ainsi et ils n'ont pas du tout tort. Ils n'ont pas tort, ça c'est évident. Mais vous savez, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. Et surtout comment ça termine. Et le développement personnel nous dit que quelqu'un qui veut le mal va le poursuivre. Quelqu'un qui veut le bien va le poursuivre. Le Congo et les Congolais, on a beaucoup patienté. On a été le dindon de la farce des hommes politiques. Ils ont beaucoup profité. Vous voyez, si l'on prend qui est plus riche au Congo, et si l'on prend les derniers pauvres du Congo, quel écart? Il y a des milliardaires, mais il y a des gens qui sont incapables d'avoir même 1000 francs par mois. Donc, nous avons intérêt aujourd'hui, sincèrement, de mettre un peu d'eau dans notre vin. Et c'est là que je voudrais m'adresser au président, le sénateur à vie, Joseph Kabila. Président Kabila, vous êtes venu, vous étiez à l'Est, quand le combat ici a commencé, toutes les déclarations qui étaient faites, à l'avant par Laurent, dont vous êtes la progéniture, c'était de dire nous devons sauver le Congo. Aujourd'hui, nous avons pris Bukavu et le Nord Kivu. Il reste l'Ouest. Et nous devons nous battre pour arriver jusqu'à l'Ouest. Heureusement que vous êtes arrivés. On a critiqué Mobutu, on a fait, et vous êtes témoins. Vous vous êtes même lamenté que vous n'avez pas changé les Congolais et que vous n'aviez pas 15 collaborateurs. C'est que le résultat est catastrophique. Et vous êtes ressortis. Vous avez pris la remontada. En organisant une passation civilisée et pacifique du pouvoir. Un coup de maître. Vous êtes entré dans la cour des grands. Vous êtes entré dans une grande porte dans l'histoire. Il ne faut pas en abuser. À une certaine époque, Mobutu a fait des choses. On a reconnu qu'il était un grand président. Mais son comportement a fait qu'à un moment donné, aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Lorsque vous posez les enfants de 10 ans, on ne sait même pas qui est Mobutu. On n'en parle pas. Lumumba n'a fait que 3 mois. Tout le monde parle de lui comme s'il est né hier. Monsieur le Président, je sais qu'il y a trop de pression. Il y a trop de pesanteurs. Reste dans l'histoire. Parce que l'histoire, le jugement des générations futures, vaut plus que des milliards de dollars. Vous êtes suffisamment protégés et garantis. Et vous avez intérêt de dédramatiser.
de dégonfler les tensions pour que, aujourd'hui, les choses se fassent autrement. Vous êtes lamenté et on veut que les choses changent. Alors maintenant, on a intérêt que nous puissions avancer sous le leadership de Félix Tshisekedi, que vous appelez frère. Nous croyons que Félix, il est suffisamment rodé, qui a fait 37 ans à l'opposition, et qui a une expérience additionnelle et exponentielle de gestion de l'État, et qui a une intelligence politique et émotionnelle. Vous avez reçu certainement que seul devant votre conscience, prenez des décisions. Merci, ne voyez pas les Norbert gens, Yambamba. mais voyez l'intérêt de notre peuple. Voyez comment vous pouvez faire un arbitrage qui permettrait à tout un chacun de trouver son compte. Il est difficile d'arrêter un tribun, à l'instar de M. Norbert Yamba, mais certainement qu'on va vous retrouver juste après l'adresse de Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était à la fois un plaisir, un honneur de vous recevoir dans cette émission en jeu. Merci beaucoup. Merci John. Je salue tout le monde. Je sais que rien n'arrivera parce que nous avons foi. Ce sont des Congolais. On peut s'en très choquer, mais on ne peut pas chercher Choc des idées jaillit la lumière. Voilà. Donc l'écosystème politique de pourriture intrinsèque est déclassé et nous voulons que l'intelligence et les idées se battent au lieu que les muscles puissent prendre le dessus. Merci. Halte au prophète des malheurs, nous n'avons que les Congo, nous n'avons que ces pays, les pays qui nous a élégués Patrice Emery Lumumba. Nous n'avons que ces trésors et rien que ces trésors à protéger. Au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.